Au début, personne ne comprit ce qui se passait. Les pêcheurs, occupés à démêler leurs filets le long du rivage, entendirent des cris et des éclaboussures inhabituelles. Quand ils levèrent les yeux, ils aperçurent une scène impossible à oublier. Une vingtaine de dauphins fonçaient vers le rivage en formation serrée, comme s'ils poussaient quelque chose d'énorme et de lourd. La mer se couvrait d'écume blanche, et les animaux lançaient des sons perçants, presque suppliants, comme s'ils voulaient alerter les hommes. Les habitants se précipitèrent dans l'eau. Certains crurent que les dauphins poursuivaient un banc de poissons, d'autres pensèrent qu'ils s'étaient empêtrés dans un piège. Mais très vite, une silhouette sombre se dessina sous la surface. Les cœurs se figèrent. Ce n'était ni un poisson géant ni un débris de bateau. Quelque chose d'allongé, de massif et d'étrangement immobile approchait de la plage. Un pêcheur nommé Alexei osa s'avancer. Il remarqua que les dauphins n'agissaient pas comme à l'accoutumée. Ils ne jouaient pas, ils ne chassaient pas. Ils semblaient escorter, presque protéger cette masse, l'empêchant de replonger. Leurs mouvements précis faisaient naître l'impression qu'ils savaient exactement ce qu'ils faisaient. Quand la vague se retira, l'objet s'échoua lourdement sur le sable. La faule recula d'instinct. Devant eux gisait un corps gris colossal. On aurait pu croire à une carcasse de cétacé, mais certains détails glacèrent le sang. La peau portait des traces profondes, semblables à des entailles de cordage ou de filets. Tout autour traînaient des fragments métalliques, comme issus d'une structure arrachée. Une femme du village murmura que cela lui rappelait le jour où un cachalot mort s'était échoué des années auparavant. Mais ce corps paraissait plus maigre, disproportionné, avec des nageoires anormalement longues. Les appels au service de secours fusèrent, d'autres contactèrent la police. En quelques minutes, une petite foule se forma, téléphone brandi pour filmer l'événement. Pourtant, les dauphins ne s'éloignaient pas. Ils restaient en cercle agités, refusant d'abandonner ce qu'ils avaient amené sur la plage. Le comportement des animaux paraissait presque surnaturel. On connaissait leur intelligence, leurs élans de protection envers les humains, mais jamais on n'avait observé une meute entière s'unir pour pousser un cadavre, ou peut-être un survivant, jusqu'à la côte. Les scientifiques parlent parfois de comportements altruistes, mais cette scène dépassait de loin l'ordinaire. Quand les spécialistes arrivèrent enfin, un silence tendu tomba. Déjà, plusieurs observateurs avaient remarqué une odeur étrange qui flottait autour du corps. Pas celle habituelle de la putréfaction animale. C'était une senteur chimique, âcre, rappelant du carburant brûlé. Un pêcheur affirma sentir la même odeur qu'après l'incendie d'un moteur de bateau. L'inquiétude monta. On tenta de dégager le sable autour du corps. Un éclat métallique apparut, gravé de marques indéchiffrables. L'excitation grandit, l'affaire ne relevait plus seulement de la biologie marine. Un vieux spécialiste, cheveux argentés, s'approcha du cadavre. Après un long examen visuel, il secoua la tête. Sa voix, basse et tremblante, déclara que ce n'était pas un simple cétacé connu. Ces mots jetèrent la confusion. S'agissait-il d'un animal inconnu ou bien d'une machine? La foule s'agita, chacun avançant ses propres hypothèses. Certains criaient qu'il s'agissait d'un navire expérimental englouti par la mer, d'autres juraient qu'ils voyaient un être vivant, un colosse marin. Mais les marques de brûlure et les incisions nettes observées sur le ventre ne ressemblaient ni à des blessures d'hélice, ni à des dommages causés par un filet. C'était autre chose, comme si une lame avait tranché avec une précision industrielle. Les dauphins, de leur côté, devenaient nerveux. Ils tournaient en rond, s'approchant parfois si près des hommes qu'on aurait dit qu'ils voulaient les repousser. Mais ils n'abandonnaient pas la scène, comme s'il était vital pour eux que les humains continuent d'examiner la découverte. L'ambiance prit un tour presque mystique. Les témoins avaient la sensation d'assister à un message que la mer cherchait à délivrer. La police finit par établir un cordon, repoussant la foule. Seuls les vétérinaires et biologistes furent autorisés à s'approcher. L'un d'eux retira un fragment de métal coincé dans une nageoire. Sur la surface rouillée, on distinguait des lettres latines effacées. Était-ce un morceau d'appareil militaire? D'un sous-marin? La question restait entière. Mais la stupeur atteignit son comble lorsque l'équipe tenta de retourner le corps. Un son métallique résonna à l'intérieur. La foule sursauta, certains poussant des cris. Il ne s'agissait pas d'os ni de pierres avalées, mais bien d'un objet métallique. Les regards se croisèrent, incrédules. On savait que les cétacés pouvaient ingérer des détritus marins, mais ce bruit clair, résonnant, évoquait un conteneur. Un vétérinaire formula à voix basse une hypothèse sinistre. L'animal, s'il s'agissait bien d'un animal, avait peut-être avalé un objet humain dangereux. Et si c'était cela qui l'avait tué? La panique s'installa. Des femmes s'éloignèrent avec leurs enfants, certains pêcheurs reculaient vers la route, tandis que les plus curieux restaient, incapables de détourner les yeux. Peu à peu, le sable découvrit un autre fragment métallique, porteur de symboles indéniables. L'un des experts, après l'avoir déchiffré, pâlit. Ce n'était pas un simple morceau d'épave.
C'était une pièce associée à du matériel militaire. Le silence pesa lourdement sur la plage. À cet instant, les dauphins modifièrent brusquement leur comportement. Leur agitation redoubla, leurs cris résonnèrent comme des avertissements. Ils semblaient savoir que l'instant crucial approchait. Tout le monde comprit que la découverte allait prendre une tournure bien plus sombre que prévu. Les spécialistes se mirent à l'œuvre avec une prudence extrême. Sous la surveillance de la police, ils décidèrent de pratiquer une incision afin de comprendre ce qui se cachait à l'intérieur. La foule, maintenue à distance, retenait son souffle. Quand les scalpels entaillèrent la chair brûlée, un silence de plomb s'abattit. Le geste fut lent, méthodique. Quelques minutes plus tard, le mystère prit une forme tangible, de l'ouverture jaillit un éclat métallique. Un objet cylindrique, lourd et rouillé, fut extrait avec précaution. La lumière du soleil accrocha sa surface, révélant des marques industrielles. Puis, un détail glaça le sang de tous. Le symbole universel de la radiation, noir et menaçant, apparaissait nettement sur la paroi. La panique gagna la foule. Des mères crièrent aux enfants de reculer, des hommes levèrent les bras pour s'écarter, et certains prirent aussitôt la fuite. La police cria des ordres, obligeant chacun à se replier. Les experts restèrent immobiles, sidérés. Ce n'était plus seulement la carcasse d'un animal étrange. C'était un avertissement matériel, une preuve qu'un danger invisible s'était caché au cœur de la mer. Un biologiste, d'une voix tremblante, avança une hypothèse. L'animal avait succombé après avoir ingéré ce conteneur radioactif. Ses organes avaient sans doute été rongés de l'intérieur, détruits par un poison que nul œil humain ne pouvait voir. Les dauphins, eux, semblaient comprendre. Leur agitation se fit encore plus manifeste. Ils bondissaient hors de l'eau, frappaient la surface de leur queue, émettant des sifflements insistants. On aurait dit qu'ils voulaient rappeler aux humains l'urgence de la situation. Était-ce pour les protéger, ou bien pour leur faire comprendre la véritable nature de la menace? Bientôt, une équipe spécialisée arriva avec un véhicule blindé. Les techniciens en combinaison blanche se précipitèrent, instruments de mesure à la main. Dès qu'ils approchèrent de la capsule, leurs appareils se mirent à crépiter de façon inquiétante. Le verdict tomba, le niveau de radiation, bien que non mortel sur le moment, était largement au-dessus de la normale. La capsule devait être isolée d'urgence. On l'enferma dans un conteneur sécurisé. Mais à peine cette opération terminée, les débats commencèrent. D'où provenait cet objet? Certains habitants rappelaient de vieux souvenirs. Dans les années 80, disaient-ils, des essais militaires secrets avaient été menés dans ces eaux. Peut-être que des déchets avaient été abandonnés au fond de la mer. Mais un expert réfuta cette idée, la capsule ne paraissait pas ancienne. Malgré la rouille, son état témoignait d'une immersion récente. Était-elle tombée d'un navire moderne? Ou bien avait-elle été volontairement larguée? Ces questions enflammaient les esprits. Les discussions se mêlaient aux cris. Certains accusaient les autorités locales de complicité. D'autres voyaient la main de puissances étrangères. L'angoisse monta d'un cran lorsqu'un jeune homme, caméra en main, pointa l'horizon. Là-bas, immobile sur l'eau, se dessinait un navire sombre. Il semblait observer la côte sans bouger. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Tous les regards convergèrent vers la silhouette inquiétante. Puis, comme si sa présence avait été découverte trop tôt, le bâtiment pivota lentement et s'éloigna, avalé par la brume. L'incident enflamma encore davantage les soupçons. Était-ce un navire militaire? Un bâtiment scientifique en mission secrète? Personne n'avait de réponse, mais tous sentirent que ce départ précipité n'était pas anodin. Pendant ce temps, les experts poursuivaient l'autopsie. Ils confirmèrent que l'animal était bien un cétacé, probablement un cousin du rorqual. Ses tissus internes révélaient des lésions étendues, des brûlures et des nécroses impossibles à expliquer autrement que par une contamination radioactive. L'horreur était totale. Un géant des mers avait été condamné par un déchet humain. Un biologiste tenta de replacer la scène dans une perspective plus large. Selon lui, les dauphins avaient volontairement poussé la carcasse vers la plage afin que les hommes découvrent la vérité. Il rappela que ces animaux possédaient une sensibilité aiguë aux champs magnétiques et aux vibrations. Peut-être avaient-ils perçu l'anomalie mortelle cachée dans le corps de leurs congénères. Ce n'était pas une simple coïncidence, mais un acte de communication directe. La foule, secouée, écoutait en silence. Un frisson parcourut l'assemblée. Et si la mer, à travers ces créatures, avait choisi de livrer un message? Les visages se fermaient, chacun comprenant que l'événement dépassait la curiosité scientifique. Il s'agissait désormais d'une affaire politique, environnementale et peut-être même militaire. Puis survint un nouveau moment de tension. Un vieil homme, pêcheur depuis toujours, affirma qu'il avait déjà aperçu des objets semblables dans ses filets, trop lourds pour être hissés. Il n'y avait pas prêté attention. Mais aujourd'hui,
Il était convaincu que les fonds marins dissimulaient un véritable cimetière de capsules. Les murmures redoublèrent, alimentant la peur collective. L'un des spécialistes en radioprotection lâcha alors une phrase qui résonna comme un coup de tonnerre. La capsule ne provenait pas du pays. La marque gravée sur le métal désignait une autre nation. La foule explosa, partagée entre colère et effroi. Des accusations fusèrent, certains dénonçant une guerre silencieuse menée dans l'ombre, d'autres criant au scandale diplomatique. Pourtant, tous furent interrompus par un spectacle saisissant. Les dauphins qui, depuis le début, avaient veillé autour de la plage, se regroupèrent soudain et filèrent vers le large. Leurs silhouettes fusèrent comme des flèches argentées, s'éloignant d'un même élan. Les yeux suivirent leur course, et là-bas, à l'horizon, réapparut le navire mystérieux. Mais cette fois, il semblait se rapprocher. Le grondement de ses moteurs parvint jusqu'au rivage. La tension monta instantanément. La foule recula, craignant l'imminence d'un affrontement. La police forma une barrière dérisoire face à ce colosse d'acier. Les techniciens, paniqués, tentaient de mettre à l'abri le conteneur qui renfermait la capsule radioactive. Chacun comprit que la véritable tempête ne venait peut-être pas de la mer, mais des hommes qui, quelque part, avaient voulu cacher cette vérité. Le navire approchait lentement, mais sa masse imposante suffisait à terroriser la foule rassemblée sur le sable. Le grondement de ses moteurs résonnait dans l'air, couvert par moments par le cri des mouettes. La police, consciente de son impuissance, ordonna aux habitants de reculer davantage. Les enfants furent entraînés vers la route, tandis que les plus téméraires fixaient la silhouette sombre qui se découpait sur l'horizon. L'atmosphère était saturée de tension, comme si la plage entière retenait son souffle. Soudain, le navire lança un signal sonore bref et strident, semblable à une sirène. Était-ce un avertissement? Une menace? Personne n'osa répondre. Tous attendaient le pire. Pourtant, contre toute attente, ce ne fut pas la foule ni la police qui réagirent, mais les dauphins. Surgissant de l'écume, ils se regroupèrent en formation serrée et barrèrent littéralement la route au bâtiment. Leurs corps argentés jaillissaient de l'eau comme un mur vivant, défiant l'acier du colosse. Le contraste paraissait irréel, une poignée d'animaux marins face à une machine humaine. Pourtant, leur détermination transperçait les cœurs. Chaque saut, chaque éclaboussure ressemblait à un cri muet, « N'avancez pas ». Le silence sur la plage devint total. On aurait dit que même la mer se figeait pour observer ce face-à-face improbable. Le navire ralentit, comme hésitant. Quelques secondes s'étirèrent en une éternité. Puis, brusquement, il vira de bord. La masse métallique fit demi-tour, s'éloignant vers le large, engloutie par la brume. La foule éclata de stupeur. Des applaudissements, des cris de soulagement, des larmes aussi. On venait d'assister à l'impensable. Une troupe de dauphins avait forcé un navire inconnu à renoncer. Les experts, encore sous le choc, se hâtèrent d'évacuer la capsule radioactive enfermée dans son conteneur. Elle fut chargée dans un camion blindé, escortée aussitôt vers une destination tenue secrète. Personne ne sut ce qu'il advint ensuite de ce cylindre dangereux, sinon qu'il disparut derrière les grilles d'un centre de recherche. Les habitants restèrent sur la plage, partagés entre soulagement et inquiétude. Ils savaient désormais qu'un danger invisible rôdait sous les vagues, et que ce qu'ils avaient vu ne serait sans doute jamais reconnu officiellement. Le lendemain, la plage avait retrouvé son calme apparent. Pourtant, ceux qui y revenaient parlaient d'une étrange impression. Comme si l'air avait changé, comme si la mer gardait une mémoire de ce qui s'était produit. Les pêcheurs, eux, étaient hantés par les images de la veille. Le corps gigantesque, la capsule scintillante sous le soleil, et surtout les dauphins, dressés comme une armée silencieuse. Dans les villages alentours, les rumeurs se répandirent. Certains juraient que d'autres capsules gisaient encore au fond de la mer, prêtes à empoisonner la vie marine. D'autres prétendaient que le navire mystérieux appartenait à une puissance étrangère, venue récupérer ses secrets perdus. Les plus superstitieux, enfin, voyaient dans l'attitude des dauphins un signe divin, une preuve que la nature elle-même se levait pour protéger les hommes de leurs propres fautes. Des semaines plus tard, des journalistes se présentèrent. Ils interrogèrent les témoins, filmèrent la plage, recueillirent des récits bouleversés. Mais très vite, un voile de silence tomba. Les autorités refusèrent de confirmer l'existence de la capsule. Les reportages furent censurés, les images effacées. Il ne resta que la mémoire des habitants, ces quelques minutes gravées à jamais dans leurs esprits. Pourtant, les dauphins revinrent. Jour après jour, des pêcheurs affirmèrent les voir patrouiller au large, toujours en groupe serré. Parfois, ils s'approchaient du rivage, comme pour vérifier que les hommes n'avaient rien oublié. Cette présence rassurait autant qu'elle inquiétait. Car si les animaux revenaient, c'était peut-être que le danger persistait. Un vieux marin, les yeux brillants de sel et de fatigue, formula un jour une pensée qui fit frissonner ses auditeurs. Les dauphins savent. Ils savent ce que nous avons fait à la mer.
Ils savent ce que nous essayons de cacher. » Ces paroles résonnèrent longtemps dans le silence de la taverne. Avec le temps, la vie reprit son cours. Mais les habitants du littoral savaient qu'ils avaient été témoins d'un événement hors du commun. Ils avaient vu la mer leur parler, non pas par des mots, mais par le langage des animaux. Ils avaient vu la vérité remonter à la surface, portée par des dauphins qui avaient choisi de braver la peur pour sauver un rivage. Et dans les nuits calmes, quand les vagues s'étiraient doucement sur le sable, certains prétendaient encore entendre des sifflements lointains, comme un rappel discret. Un rappel que la mer cache ses secrets, mais qu'elle ne l'était jamais vraiment. Parfois, disait-on, elle envoie ses gardiens pour que les hommes comprennent qu'il est déjà trop tard pour détourner le regard. Ainsi s'acheva l'histoire de cette plage, transformée à jamais par une carcasse, une capsule et une meute de dauphins. Une histoire qui, pour ceux qui l'ont vécue, restera le signe que la nature, malgré les blessures infligées, trouve encore la force de protéger les siens.